Bienvenue à tous aux sessions de sagesse du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la folie, un sujet inspiré par La chute de l'intellect humain de Swami Parthasarathi. Ce livre comporte un chapitre qui résume ce que nous avons abordé lors des dernières sessions. Il s'agit des conséquences du fait de négliger l'intellect. À quoi ressemble la vie si un être humain n'utilise pas son intellect? Mais pas seulement à un niveau microcosmique, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau personnel. Mais imaginez si nous étendons cela. Si l'humanité ne réfléchit pas, n'utilise pas la prérogative humaine du choix, de la pensée, de la raison, à quoi ressemblerait le monde? En fait, il ne semble pas très différent du monde que nous connaissons, mais c'est un signe de la direction que nous prenons, un signe de là où nous allons. Et si nous voulons freiner ce véhicule, qui semble s'acheminer inexorablement vers une catastrophe, un accident majeur et dévastateur, entraînant des répercussions extrêmement graves et indésirables pour l'ensemble de l'espèce humaine. Nous devons raviver ce qui fait de nous des êtres humains, l'intellect. Vivre sans aucune once d'intellect, c'est un peu comme se retrouver à conduire sur une immense autoroute déserte, à une toute petite vitesse absolument folle. Et le conducteur est ivre. Ou pire encore, il n'y a pas de volant. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait un accident. Et ce qui a changé avec le temps, c'est que le rythme de la vie est devenu plus rapide. La qualité des attractions, la tendance à l'addiction, à l'obsession. Tout cela a énormément augmenté à cause de la disponibilité, à cause de la façon dont la technologie a rendu tout plus accessible. Nous avons donc besoin de bien plus de caractère, de force intellectuelle pour gérer ce rythme, pour faire face à l'avènement de la technologie que nous connaissons. Mais s'il n'y a pas le moindre changement, cela devient alors une chute vertigineuse vers la folie pure. Et c'est là que nous reprenons. Alors, commençons par l'aborder au niveau individuel, toi et moi. Quelle est la qualité de notre intellect? Quelle est la qualité de notre esprit? Lequel dirige notre personnalité? Et ensuite, peut-être, regardons la société dans son ensemble. Où en sommes-nous en général? En ce qui concerne l'intellect collectif de la société, l'esprit collectif de la société. Quelle est notre place? Nous allons donc aborder quelques points et au cours des 2 prochaines sessions, nous allons parler de ce qui va se passer s'il n'y a pas d'intellect dans la personnalité d'une personne dans le monde. Donc, tout d'abord, à notre groupe, brièvement en une phrase, s'il n'y a pas d'intellect, que va-t-il arriver à l'individu? La folie? La folie. Oui, la folie. D'où le sujet d'aujourd'hui. Un moment vraiment très émotionnel. Émotionnel, ça ne semble pas si grave, ça ne semble pas si grave. Il n'y a absolument plus aucun contrôle sur ses propres émotions intérieures. Émotion incontrôlable. Oui. Oui, la raison de la conformité, la conformité. Personnellement, moi, je pense que c'est perdu. Terrorisme et vandalisme à un niveau micro possible. Est-ce à un niveau micro possible? Terrorisme et vandalisme. Je dirais vandalisme à une plus petite échelle, terrorisme à une plus grande échelle. Oui, il y a quelques aspects. Et réfléchissez-y, notez-le. Peut-être pour vous-même. Qu'est-ce que je pourrais prévoir qui arriverait dans ma vie si je n'utilise pas la raison? Et nous allons en aborder quelques-uns. Et nous résumons les chapitres précédents, donc si nous voulons approfondir l'un d'entre eux, nous pouvons consulter les sessions antérieures. Le premier est
Si un être humain n'a pas d'intellect, c'est la définition de la folie. Cela signifie qu'il n'y a pas de conscience de soi. Il n'y a pas de pensée consciente appliquée à notre personnalité dans ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous agissons. Nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes. Donc l'esprit s'écoule simplement. Et quelle que soit la direction qu'il prend, c'est ce que la personne exprime. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pause. C'est une pensée qui passe directement à l'action. On dirait un enfant qui dort. Ses pensées se lisent sur son visage. Il sourit. Pouvez-vous imaginer vivre ainsi? Vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est des montagnes russes en continu. Parce que l'esprit change, il est tellement instable. Regardez le schéma qui montre la transition de la santé mentale à la folie. Si nous utilisons notre intellect tel qu'il a été conçu par notre constitution, si nous utilisons l'intellect pour chaque choix, pour chaque décision à prendre, car c'est la partie décisionnelle de notre personnalité. Est-ce que cela fait de nous des surhumains, Superman, Superwoman? Pas du tout. Tout ce que nous sommes, c'est simplement saint d'esprit. Cela ne semble pas très exceptionnel, car qu'y a-t-il d'exceptionnel à utiliser ce qui est conçu pour l'être? Vous dites que vous êtes humain, donc 100% d'intellect, saint d'esprit. Et à mesure que vous baissez, l'esprit commence à prendre le dessus 25% du temps. Donc, 3 décisions ou actions sur 4 que vous prenez sont submergées. L'esprit prend le contrôle de votre personnalité. C'est émotionnel? 50-50 excentrique. Et lorsque l'esprit commence à s'imposer, vous devenez hystérique. Les émotions prennent le dessus. Vous constatez que même en termes de volume, d'expression, la violence de votre réaction, il n'y a aucune régulation. Hystérique. Donc même à 50-50, vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est Dr. Jekyll et Hyde. Vous devez planifier très soigneusement. Vérifiez la température, l'indicateur et qui vous rencontrerez aujourd'hui. Peut-être votre partenaire qui pourrait être à égalité. Partenaires à 50-50, vous devez évaluer les deux côtés. Est-ce qu'ils activent l'intellect maintenant ou bien l'esprit est-il aux commandes? Et en conséquence, nous devons nous adapter. Et à mesure que l'esprit prend complètement le contrôle de la personnalité, c'est 100% l'esprit. C'est la définition de la folie. C'est comme si... Comment le sais-tu? Comment connais-tu le pourcentage? Es-tu encore dans l'émotion? Es-tu à 50-50 ou as-tu dépassé ce stade? Alors, comment savons-nous où nous en sommes sur ce graphique? Donc, la façon de savoir où nous en sommes sur ce graphique, c'est de regarder le nombre de choix que nous faisons dans la journée. Et nous en faisons tellement, mais disons que tu prends 100 actions. Quelle proportion de celles-ci as-tu prise avec ton esprit? Du choix de ce que tu manges, de la quantité que tu manges, de ce que tu dis, de la façon dont tu interagis? Combien de ces décisions ont été prises de façon consciente ou bien étions-nous simplement en train de suivre l'esprit chaque fois que nous prenons notre téléphone? Est-ce l'esprit? Est-ce l'intellect? Ce que nous disons aux gens, est-ce l'esprit? Est-ce l'intellect? Tu remarques que la première partie d'une conversation avec n'importe qui, c'est entièrement l'esprit. Tout le monde dit bonjour, bonjour, comment vas-tu? Oh, ça fait longtemps, pas de PDG, d'accord? Merveilleux. Et comment va la famille? Comment va la mère? Comment va le père? Pendant au moins les 5 premières minutes, tout le monde connaît le script. Il n'y a pas de vraie conversation
Alors, il m'arrive parfois, pour court-circuiter totalement toutes ces formalités administratives et ces protocoles polis, mais au fond assez insignifiants. J'y vais vraiment très directement et je pose cette question. Comment va ton esprit en ce moment? Ça pousse aussitôt à réfléchir. C'est de l'introspection, une question inhabituelle. Et quand quelqu'un nous pose une question similaire, c'est le début d'une conversation merveilleuse parce que nous avons activé l'intellect. Alors regarde tes 100 actions et vois où tu te situes. Et il est bon de faire A, une auto-évaluation et de se demander où en sommes-nous? Sommes-nous à 100%? C'est cela, l'illumination. Non. B, les émotions prennent parfois le dessus. C, excentrique. D, hystérique. Ou E, c'est la folie. C'est quand tu as été intoxiqué par l'esprit. C'est comme être ivre d'alcool, où cela a complètement pris le contrôle de ta personnalité. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais, de ce que tu dis. Voici maintenant un point intéressant soulevé par Swamiji. Nous serions tous d'accord pour dire que nous ne sommes pas fous. Comment pourrions-nous être fous? Nous sommes en cours de Vedanta. Mais une personne folle dans un asile pourrait dire la même chose. Une personne folle ne sait pas qu'elle est folle. N'y a aucune conscience de soi. Et le point intéressant que Swamiji souligne, c'est que dans la mesure où ton esprit prend le dessus à un moment donné, temporairement, à cet instant-là, tu es fou. Alors, on pourrait se dire, regarde, je ne m'en sors pas trop mal. Je suis 70% intellect, 30% esprit. Mais pourtant, dans ces 30% restants, je trouve que tu es vraiment fou. Ton esprit peut dire des choses blessantes. Ton esprit peut faire des actions blessantes. Dans ces 30%, les décisions que tu prends sont compromises. Les actions que tu fais, les mots que tu prononces sont compromis. C'est comme si tu avais confié ta vie à un fou au hasard. Mais c'est ton esprit. Et c'est pour ça qu'on doit être si prudent. Parce que parfois, des gens me demandent, Sudhakar, tout cet intellect, penser, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Ça l'est. On ne peut pas équilibrer? Tu vois, 50% on laisse l'esprit faire, 50% on agit avec l'intellect. Et c'est comme demander. Tu es parti en voyage à la montagne et nous sommes tous partis ensemble. Et maintenant, pour le retour, nous cherchons un moyen de transport pour rentrer. Alors je dis, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un bus. On peut tous rentrer ensemble, peut-être chanter quelques chansons, peut-être avoir une petite discussion de groupe. Ne me demandez pas de faire une conférence dans le bus, mais nous sommes tous ensemble. J'ai dit, vous savez, j'ai aussi trouvé un super chauffeur de bus. Ah, vraiment? Tu as trouvé un chauffeur de bus? Oui, il est fantastique. 95% du temps, il reste éveillé. Seulement de temps en temps, 5%, il s'assoupit. 5%. Monteriez-vous dans ce bus? Vous ne monteriez pas dans ce bus, mais vous montez dans votre personnalité, qui parfois n'est que 20% esprit. À ce moment-là, votre intellect s'est assoupi et tout peut arriver. Vous êtes sur l'autoroute de la vie et pendant ces moments où votre esprit prend le dessus, tout peut arriver. Des entreprises, des pays ont été perdus dans ces moments d'égarement de l'esprit. Des vies humaines ont été perdues à cause de ces instants de l'esprit. Cet esprit est fou. Même si je pense à mon propre esprit, je me rappelle très bien avoir passé du temps à attendre des trains sur le quai et des trains qui passaient. Ça pourrait être dans le métro, mais pour une raison quelconque, je me souviens que c'était des trains indiens et nous,
L'académie a une gare où, en général, les trains rapides ne s'arrêtent pas. Ils passent simplement. Ils ne s'arrêtent jamais dans cette petite gare. Elle s'appelle la gare de Malavli. Mais ils s'arrêtaient pour les trains locaux. Les trains locaux sont beaucoup plus lents, mais les trains rapides passaient à toute allure, zoom, 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 zoom. Et quand je voyais le train approcher, mon esprit s'emballait, la pensée. Imaginez-vous en train de sauter devant. Quelle mort. Ce n'est pas que j'ai ce genre de pensée régulièrement. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je pense que l'esprit pense simplement. Quelle pensée? Vous conduisez et l'esprit se dit simplement « et si je ne tenais pas le volant assez fermement ?» C'est une pensée tellement étrange. Ça arrive de façon aléatoire, ça n'a rien à faire là. Ça pourrait être en haut d'une falaise. Et si je glissais, pourquoi penses-tu à glisser? Tu ne mettrais pas ton pied au bord. Mais l'esprit fait ça. Et si tu t'accroches à cette pensée, si tu ne la rejettes pas immédiatement, l'esprit joue avec toi. L'une des plus grandes entreprises ici, c'est une entreprise célèbre, vous la connaissez tous. Et le PDG était en train de se disputer avec sa femme. Et nous savons à quel point les disputes domestiques peuvent devenir animées, à quel point elles peuvent durer longtemps. Et cet homme, à un moment donné, imaginez qu'il gère des milliers de personnes. Pendant un instant, il s'est dit « c'est trop, ça suffit ». Et il séjournait dans un hôtel et il est sorti par la fenêtre de la salle de bain juste pour échapper à la discussion. Il a sauté. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il y avait de l'autre côté ou non. Il a sauté, il est mort pour ce moment de soulagement, de réconfort. L'esprit prend le dessus. C'est insensé. Maintenant, nous devons nous protéger. Nous ne devons pas seulement nous protéger contre le déclin général de 75 à 50 à 25. Nous devons protéger ces moments où l'esprit prend le dessus, quel qu'il soit, et nous permettre d'élever notre personnalité. Comme la question précédente, où que nous soyons, il y a une plus grande probabilité que l'esprit prenne le dessus. Si nous prenons généralement des décisions avec notre esprit, réduisons cette probabilité en nous élevant de plus en plus. Donc la première chose est de vérifier notre santé mentale. Et si la folie signifie l'absence de conscience de soi, commençons par la conscience de soi. Où notre esprit détourne-t-il notre personnalité? Nous ne pouvons peut-être pas encore le contrôler, mais identifions et nommons nos faiblesses. Ai-je une faiblesse pour? Cela peut être quelque chose de positif. Cela peut être pour le sport ou pour dire oui aux gens. Donc, cela peut être quelque chose de positif, mais ayons une conscience de soi. Cela peut concerner des choses que nous connaissons, mais pour lesquelles nous n'avons pas encore décidé si c'est bien ou mal. Oui, je prends trop de dessert après le dîner. Au moins, reconnaissons-le. Soyez conscients, parce que si vous êtes conscient dans la folie, l'ampleur de la folie diminue. Vous apportez de la conscience à un domaine que l'esprit désire. Et à mesure que l'intellect se renforce, nous pouvons avoir plus de force, plus de conscience. Donc, la première conséquence de négliger l'intellect, c'est la folie. L'esprit devient fou. Nous voyons cela dans le monde aujourd'hui. Le PSG a gagné la Coupe d'Europe contre Arsenal. Et c'est la deuxième fois qu'ils le font. Et vous pouvez imaginer que les Parisiens sont heureux, les supporters sont heureux. Comment célèbrent-ils cela? Ils vont saccager la ville. Esprit totalement déchaîné. L'une des réactions, c'est si vous perdez, saccagez la ville. Si vous gagnez, saccagez la ville. Que se passe-t-il? C'est la perte de la raison. D'un autre côté, on voit que ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas toutes les cultures.
Vous avez les Japonais, ils ont perdu contre un pays. Les supporters ont nettoyé le stade. Ils ont remporté un match incroyable. Ils ont battu l'Allemagne à la Coupe du Monde. Comment ont-ils célébré? Ils ont nettoyé tout le stade. Les joueurs n'ont pas saccagé le vestiaire. Ils ont nettoyé le vestiaire. C'est ça la culture, c'est ça le respect. C'est l'intellect qui gère l'émotion. Vous pouvez imaginer l'euphorie, le Japon qui bat l'Allemagne. Pouvez-vous gérer l'émotion positive? Pouvez-vous gérer l'émotion négative? Si l'émotion prend le dessus, vous êtes temporairement fou. Soyez-en conscient, protégez-la, gérez-la. Le deuxième aspect est quand nous laissons l'esprit commencer à prendre le dessus, cela commence avec votre choix. Seul un être humain a ce dilemme du choix. Si l'on regarde les trois espèces, une plante, aucun choix, aucune autonomie. Qu'en est-il d'un animal? Un animal peut avoir une réaction physique, oui. Il ne peut pas choisir de façon indépendante, il ne peut pas agir en dehors de son programme. Donc un animal doit agir selon ses impulsions, son programme. Et c'est pourquoi vous constatez que chaque animal sait combien manger, combien s'accoupler. Et dans la nature, il y a un cycle magnifique. Mais chez les êtres humains, nous n'avons pas ce programme. Nous pouvons agir différemment de notre programmation. Alors qu'un animal, un tigre, doit continuer à manger de la viande, un herbivore doit continuer à manger de la végétation. En tant qu'être humain, nous pouvons faire des choses qui sont différentes de notre conception parce que nous avons le choix de nos actions. Et ce n'est pas que la nature ait négligé les êtres humains, mais elle leur a donné le pouvoir, la capacité de l'intellect pour être utilisés afin de prendre les bonnes décisions. Mais si nous n'utilisons pas l'aspect qui est nécessaire à notre survie, si nous laissons nos choix à l'esprit, nous ne pouvons pas survivre. De la même manière que la nature a donné la vitesse au guépard, l'animal, le guépard, le félin, elle lui a donné la vitesse pour sa survie. Maintenant, si le guépard n'utilise pas sa vitesse, imaginez que le guépard dise « Je vais prendre la vie sur la voie lente ». Où est l'urgence? Pourquoi se presser? Pouvez-vous imaginer un guépard qui ne court pas? C'est un animal trop petit pour ne pas avoir la vitesse nécessaire pour attraper la gazelle. C'est la même chose pour l'être humain. Si nous disons « je ne veux pas raisonner, je ne veux pas réfléchir », arrêtons de penser. Là, c'est notre survie en tant qu'individu, en tant qu'espèce qui disparaît. Mais où cela commence-t-il? Quand nous faisons un choix, comment faisons-nous le mauvais choix? Quelle est la base du choix? Où cela commence-t-il? La raison. La raison. Donc, c'est le bon choix. Où commence le mauvais choix? L'émotion. L'émotion. Le désir. Encore plus simple que cela. Les goûts et les dégoûts. Excellent. Les goûts et les dégoûts. Les goûts et les dégoûts. Cela commence quand vous agissez. Un être humain qui agit selon un goût ou un dégoût. C'est la première expression de l'esprit. J'aime ça. Je n'aime pas ça. Je préfère ceci. Je ne préfère pas ceci. Maintenant, si vous agissez uniquement selon vos goûts et dégoûts, sans aucune intervention intellectuelle, c'est le début du déclin. C'est là que le choix de l'action devient mauvais. Regardez maintenant le schéma. Nous avons le corps. Maintenant, nous pouvons faire un choix soit avec l'esprit, soit avec l'intellect. Donc, l'esprit contient les sentiments et les émotions. Il a les goûts et les dégoûts. L'intellect possède la pensée, l'analyse, le raisonnement. Mais le point de départ se situe même avant le désir. J'aime ça. Nous avons un ami partout où nous sommes ensemble.
c'est généralement dans un bel endroit, une retraite de Vedanta. L'emplacement, chaque endroit. Oh, j'aime ça. Veux t'acheter une maison à cet endroit? Nous disons non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. La première chose qu'on lui dit, c'est écoute, nous n'achetons pas de maison ici. Donc non, mais c'est tellement beau. Et tu sais pourquoi il trouve ça beau? C'est à cause de la compagnie, à cause du Vedanta. Et nous ne sommes pas sûrs que le Vedanta sera toujours à cet endroit précis. Écoute, viens rendre visite. Il faut juste calmer un peu ce goût. Tout commence par l'attirance et la répulsion. Et le problème, c'est que si nous laissons l'attirance et la répulsion continuer à grandir dans notre cœur, nous ne savons pas où cela va nous mener. Cela pourrait finir par acheter une maison dans un autre pays. Cela pourrait finir par déménager dans un autre pays. Et nous ne sommes pas prêts pour toutes les conséquences liées à cette décision. Mais nous n'avons pas décidé parce que nous avons laissé l'attirance continuer sans aucune intervention. Beaucoup de nos relations sont comme ça. Tout a commencé avec un simple inconnu qui nous a dit « Bonjour, salut ». Salut. C'est tout. Et puis tu les revois. Bonjour, bonjour. Belle journée. Oh, beau temps. Beau temps. Et du beau temps, on passe au café. 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 Allons prendre un café. Et puis le café devient un dîner. Dîner. D'accord, on dîne ensemble. Et puis le dîner devient le petit déjeuner. Et ensuite, le petit déjeuner devient l'emménagement ensemble. Et puis l'emménagement devient le mariage. Le mariage devient des enfants. Et à un moment donné, tu te demandes, comment ai-je choisi cette personne? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que j'ai demandé à l'autre personne ce qu'elle veut de la vie? Maintenant, tu es marié avec 2 ou 3 enfants et maintenant tu te demandes ce que tu veux de la vie, ce que l'autre personne veut de la vie. Comment tout a commencé? Remonte à l'origine des goûts et des dégoûts. J'aime cette personne, sympathique. J'aime l'apparence de cette personne, heureuse, souriante, attirante. Tout a commencé par un « j'aime ». Et à partir des goûts et des dégoûts, ce gigantesque château en Espagne, cette histoire, nous l'avons construite. Sur quoi une décision devrait-elle être basée? Si nous devons ponctuer les goûts et les dégoûts, comment choisissons-nous? En utilisant l'intellect, Utilisant l'intellect. Oui, l'intellect. Est-ce que cela me mène à mon objectif. cela me mène à mon objectif? Parfait. Donc, 2 choses. Lorsque nous faisons un choix pour que notre action ne soit pas erronée, il faut éviter les préférences et les aversions. Et agir selon le rôle de l'intellect, selon l'objectif de l'intellect. Cela signifie donc se fixer soi-même, quels sont mes rôles dans la vie? Quels sont mes objectifs dans la vie? Parce que tout ce qui vous rapproche de l'accomplissement de votre rôle, que ce soit père, manager, PDG, employé, citoyen, quel que soit le rôle que vous avez choisi, tout ce qui vous rapproche de votre objectif, c'est une obligation, c'est un devoir. Et lorsque vous agissez par obligation ou par devoir, votre choix d'action est juste. Maintenant, cela veut-il dire que nous ne devrions avoir aucun goût ni aucune aversion? Cela veut-il dire que nous ne devrions agir selon aucun de nos goûts ou aversions? Tu sais, Sudhakar, j'ai arrêté de venir aux sessions de sagesse du dimanche. Pourquoi? Tu as dit que je ne dois pas suivre mes préférences. J'aime le cours de Vedanta. J'aime la sagesse. Je t'aime bien. Désolé. Plus de goût ni d'aversion. Ce n'est pas le message. Le message, c'est de ne pas agir uniquement selon ses goûts et ses aversions. Si tu aimes quelque chose, vérifie-le avec ton intellect. Parfois, un goût peut être négatif pour toi. Par exemple, la malbouffe, se coucher tard, ne pas dormir assez.
Cela peut être préjudiciable. Mais peut-être qu'après avoir travaillé dessus, un goût peut devenir positif. Tu aimes te lever tôt, tu aimes te coucher tôt, tu aimes faire de l'exercice. Et si tu as un goût sain, vas-y. Mais qui décide? Sain, malsain, positif, négatif? Cela me rapproche-t-il de mon objectif ou non? L'intellect. Alors, vérifie tes goûts et aversions avec l'intellect. Ne te contente pas d'éviter une aversion. Pour réussir, pour construire quelque chose, il faut des efforts. On n'aime peut-être pas ça, mais vérifie avec l'intellect. Est-ce nécessaire pour ce que je veux accomplir dans la vie? Pour ce que je veux être dans la vie? Oui, je le fais. Swami Parthasarathy l'exprime magnifiquement. Il dit que les goûts et les aversions font partie de la vie. Ton esprit fait partie de la vie. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais en eux. Donc c'est normal d'avoir des goûts et des aversions. Tu n'as pas besoin de les éviter. Mais tu ne peux pas laisser tes goûts et aversions te guider directement. Tes actions signifient n'agis pas directement selon tes goûts et aversions. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a ni direction ni dimension. Il n'a pas la capacité de penser en termes de cause et d'effet. Il n'a pas la capacité de penser aux conséquences. Et c'est pour cela que notre choix d'action est erroné. Parce que nous ne regardons pas à long terme. L'esprit est fait pour le plaisir instantané, spontané, à court terme. L'intellect n'a rien contre le plaisir à court terme, mais pas au détriment du bonheur à long terme, de la félicité, du but et du rôle que tu es en train de construire pour toi-même. Alors vérifiez avec l'intellect, parce qu'il a une vision à long terme de votre vie, vous aurez moins de regrets. Comment savoir précisément si nous agissons réellement selon l'esprit, ou plutôt selon l'intellect? Un bon point de départ est de poser des questions et, vous savez, pendant que nous parcourons le contenu, gardez à l'esprit que nous réservons la dernière partie de la conférence aux questions-réponses. Alors posez vos questions dans la boîte de discussion et nous les aborderons. Mais c'est une bonne question. En questionnant, nous activons l'intellect. Nous le poussons à l'auto-réflexion. Nous le faisons examiner l'activité que nous sommes en train de faire. Ensuite, nous voyons si cela repose uniquement sur les goûts et les dégoûts ou si cela me rapproche de mon objectif et de mon rôle. Dès que vous posez cette question et que vous faites cette analyse, l'intellect fonctionne. Maintenant, sommes-nous capables de contrôler les goûts et les dégoûts? C'est une toute autre question, car, et c'est l'aspect suivant, si nous laissons simplement l'esprit faire ce qu'il veut, nous faisons de mauvais choix. Nous faisons des choix basés sur la satisfaction à court terme des goûts et des dégoûts. Un enfant se fait mordre par un chien, doit aller se faire vacciner contre la rage et l'enfant dit « Je n'aime pas les piqûres, je n'aime pas les piqûres. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je n'aime pas les piqûres. » Alors tu ne fais pas la piqûre. Tu ne sauves pas la vie de l'enfant. En tant qu'adulte, tu comprends? Malgré le fait que l'enfant n'aime pas les piqûres, il a besoin de la piqûre pour lui sauver la vie. Maintenant, l'intellect est l'adulte dans notre personnalité. L'esprit, ce sont les goûts et les dégoûts. Maintenant, si c'est un goût ou un dégoût sans conséquence, l'enfant veut une glace et il n'a pas mangé trop de sucre, il est loin de l'heure du coucher. Pas de problème, emmène l'enfant manger une glace. C'est la même chose avec ton esprit. Traite ton esprit de cette façon. Si c'est inoffensif, si cela n'affecte pas ton rôle et ton objectif, d'accord, pas de problème. Idéalement, cela devrait être aligné avec le rôle et l'objectif. Mais ça, c'est l'étape suivante. Si nous laissons les goûts et les dégoûts continuer, la prochaine chose qui se passe, c'est que l'esprit humain se remplit de désirs et d'attachements. Et n'est-ce pas ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui? Tant de désirs, les réseaux sociaux, les achats en ligne, on ne fait qu'alimenter nos désirs. Et je suis stupéfait. La vie en appartement dans différentes parties du monde.
Tu passes devant les appartements et il y a des boîtes et des boîtes partout. C'est la livraison quotidienne. Où est la place? Mais si tu réfléchis à ce genre de consommation, que devient toute cette quantité de boîtes? Que devient tout cet emballage? Qu'est-ce qu'on fait à ce monde? Le monde peut-il supporter la cupidité de l'humanité? Parce qu'il y a assez pour les besoins de l'humanité. Mais y en a-t-il assez pour la cupidité? Et c'est ça le problème. Nous allons manquer, en tant qu'espèce, des ressources dont nous avons besoin, non pas à cause du besoin. Le besoin, ça va, c'est la cupidité. C'est vouloir plus que ce que nous pourrons jamais consommer, utiliser. J'ai mentionné dans différents contextes le fait d'aller dans nos armoires et d'enlever les choses que nous ne portons pas ou que nous n'avons pas portées depuis un an. Mais je dirais qu'une autre expérience serait d'aller dans votre garde-manger, votre réfrigérateur et de regarder les choses que vous n'avez pas touchées. Les sauces, les différentes bouteilles, les confitures, la chose que vous avez achetée en Turquie ou dans d'autres parties du monde que vous avez visitées. Oh, c'est tellement sympa. Oh, regarde ça, je l'ai rapporté d'Inde. J'ai acheté ce pickle ici. J'ai acheté ce pickle là-bas. C'est ça qui m'a donné ceci. Cette personne m'a donné ça. Et une grande partie de tout cela est peut-être périmé. Des médicaments, des sirops contre la toux périmée. Qu'est-ce que ça fait là? Maintenant, je dis que si tu as besoin de quelque chose, prends-le. Mais le désir qui prend le dessus, plus il y a d'accumulation, c'est cela qui va créer la pauvreté. Là où la richesse s'accumule, les hommes dépérissent, dit Oliver Goldsmith. Il dit aussi que toute la nudité de ce monde, n'est-ce pas, toute la pauvreté du monde peut être vêtue, peut être habillée par les restes de la vanité, juste l'excès. Ainsi, dans les versets 62 et 63 de la Bhagavad Gita, au chapitre 2, il est question de l'échelle de la chute. Comment on passe d'une pensée à la destruction. Une seule pensée non surveillée de l'esprit génère de l'élan. C'est comme une petite boule de neige qui roule d'une falaise, d'une montagne, et elle commence à prendre de plus en plus d'élan. Cette boule de neige grossit de plus en plus et a le potentiel de provoquer une avalanche. Voici donc le schéma. On l'appelle l'échelle de la chute, et elle commence simplement par cela, aimer ou ne pas aimer une pensée. Et si vous ne chassez pas immédiatement ces pensées? On peut prendre l'exemple d'une personne qui rencontre une autre personne, la pensée persiste un instant, et puis l'attachement commence. Maintenant, comment savoir si vous devenez attaché? Vous pouvez vérifier si vous devenez attaché lorsque vous commencez à ressentir le manque de cet objet ou de cette personne. Oh, je n'ai pas eu mon café aujourd'hui. Oh, mon café me manque. Le pire, c'est que vous venez à l'Académie de Vedanta pour vous détacher et vous finissez par vous attacher à l'Académie. Oh, mon temps à l'Académie me manque. C'était tellement paisible, avec des gens si agréables. S'attacher et l'attachement, le manque de son absence, tout cela occupe votre esprit. Donc, c'est vous qui l'avez créé. Cela n'existait pas avant. Tout a commencé avec l'appréciation. Et c'est essentiellement un flot de pensée. Ce flot de pensée s'épaissit, il devient un attachement. Et ici, attachement et désir pourraient être interchangeables. On pourrait dire que cela devient un désir, un flot de pensée plus dense. Et alors vous vous attachez ou vous vous attachez. Un flot de pensée plus dense, c'est le désir, donc ces deux notions pourraient être interchangeables. Maintenant, vous y pensez fréquemment. Vous le voulez. Vous voulez le désirer. Vous voulez le posséder. Vous voulez aller jusqu'à Dieu et en faire une action. Mais si ce flot de pensée est interrompu, obstrué, si quelque chose s'interpose entre vous et ce flot de pensée obstrué devient de la colère. Vous vous mettez en colère contre la personne, l'objet ou l'événement qui a créé ce flot de pensée.
Vous vouliez vraiment aller à Dubaï, mais à cause de la guerre, il n'y a pas de vol. Oh, mes vacances sont gâchées. Forte envie, forte colère. Et si le désir augmente, vous commencez à satisfaire ce désir, nous devenons avides. Nous devenons arrogants. Cela mène à l'illusion. Le désir nous aveugle. Nous commençons à voir les gens, nous commençons à voir les événements uniquement à travers le prisme du désir. Cette illusion plus loin conduit à la confusion de la mémoire. Nous oublions nos devoirs, nous oublions nos obligations, nous oublions les personnes qui nous ont aidés, les personnes dans nos vies, parce que nous sommes consumés par ce désir. Nos bienfaiteurs, oubliés. Notre famille, oubliée. Même notre santé. Confusion de la mémoire. Et lorsque le flot de pensée prend complètement le dessus, imaginez que vous avez commencé par un filet, puis c'est devenu un ruisseau, puis une rivière, et maintenant c'est une inondation totale. Perte de l'intellect, l'individu périt. Maintenant, la même chose se produit dans le monde. Si nous ne sommes pas conscients du contenu que nous consommons à travers les réseaux sociaux, nous constatons que les réseaux sociaux changent les élections. En raison de la capacité à atteindre les goûts et les dégoûts des gens, à toucher leurs opinions, leurs désirs, et si vous alignez les désirs et que vous continuez à nourrir le désir, quelle sera l'impulsion? Un déferlement d'émotions et d'actions. Nous avons vu la jeunesse être mobilisés par les réseaux sociaux, renversant des gouvernements. Maintenant, je dis que cela peut être positif, mais cette personne, cette communauté collective, agit-elle avec l'intellect? Et si nous renversons le gouvernement, que se passe-t-il ensuite? Renverser le gouvernement n'est pas la solution. Comment pouvons-nous apporter un changement significatif? Comment pouvons-nous offrir une vie meilleure à tous? Ainsi, l'échelle de la chute montre comment, à partir d'une seule pensée, laissée sans surveillance, on peut en arriver à la perte de la personnalité, à la destruction. Dans le livre, Swamiji donne l'exemple d'Othello, à qui l'on a implanté l'idée de l'infidélité de sa femme. Et cette idée est implantée par quelqu'un d'autre. L'ironie, c'est que la femme est un modèle de vertu d'Esdémone. C'est une personne merveilleuse, vertueuse, au grand cœur, dévouée à son mari, Othello. Mais parce qu'il laisse cette pensée s'envenimer, il se dit « Elle a trop souri. Regarde comme elle est amicale avec cette personne. » Il commence à voir les choses d'une certaine manière. Et le flot de pensée devient de plus en plus fort, sans aucune vérification, sans que l'intellect n'analyse ou ne vérifie quoi que ce soit. Il interprète tout à travers ce désir, à travers cette aversion. Et il en arrive à un tel point, il étrangle sa femme, puis lorsqu'il se rend compte qu'elle est en réalité innocente, il se suicide. Et c'est le thème de toutes les tragédies de Shakespeare. Tout commence par une pensée négative, une émotion négative, et si on la laisse grandir, 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 elle finira par tout détruire. Donc, les attachements et les désirs. Maintenant, soyez vigilants. Laissons-nous nos désirs augmenter librement ou en sommes-nous conscients? Plus nous avons de désirs, plus nous serons insatisfaits et agités. Ce n'est pas que vous ne devez pas avoir de désirs. Nous avons des désirs. Nous avons donc besoin de désirs plus élevés pour éliminer les désirs inférieurs. Ce qui signifie choisir nos désirs avec soin et aspirer à des désirs plus élevés. C'est cela l'évolution. Mais regardez ce que la société, les médias, nous transmettent. Augmentez vos désirs. Allez-y à fond. Achetez et gagnez. Pourquoi? Pour désirer encore plus. Cela ressemble à une véritable recette pour un malheur assuré. Et la dernière qualité, lorsque nous voyons cette conséquence aujourd'hui, la conséquence de négliger l'intellect, c'est qu'un tel esprit, maintenant,
imaginez ce déluge qui est en train de se détruire lui-même, de détruire ceux qui nous entourent, toutes les tragédies de Shakespeare qui se terminent dans un tas de cadavres, c'est pour montrer cela. C'est pour montrer comment l'esprit devient destructeur et ruine non seulement lui-même, mais aussi tout et tous ceux qui l'entourent. L'esprit devient destructeur. Dans la conversation entre le Seigneur Krishna et Arjuna, Arjuna pose une question au chapitre 6, verset 34. Et il dit, Krishna, cet esprit est si difficile à contrôler. Et dans un rare moment d'introspection, de conscience de soi, Arjuna dit, c'est probablement la chose la plus sage qu'ils disent dans toute la Bhagavad Gita. Il dit, l'esprit en vérité au Krishna est agité. C'est vrai. C'est une excellente évaluation de l'esprit. Turbulent, fort et obstiné. Je le considère aussi difficile à contrôler que le vent. Belle métaphore. Bel exemple. Décomposons cela. Et beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà ressenti cela, ont peut-être fait cette expérience. D'accord, je suis inspiré par cette idée d'intellect, je suis inspiré par l'idée de réalisation de soi. Mais mon esprit est trop fort. Oui, il est fort. Mais il peut être contrôlé. Et il y a 4 points de comparaison. Il dit d'abord, tout comme le vent, il est agité, il erre sans cesse, erre. Il n'est pas en paix. Donc le vent est toujours en mouvement, en mouvement, en mouvement. Il bouge de la haute densité vers la basse densité. Il bouge. Agité maintenant, vous pouvez voir cet esprit s'exprimer chez une personne, l'esprit s'exprimer en nous-mêmes. Et une façon dont il s'exprime est, avez-vous entendu parler de formal yuan formal? Vous savez? Cette peur de manquer quelque chose, ce n'est pas que nous sommes attirés par le fait d'aller faire cette activité en particulier, c'est juste que nous ne voulons pas manquer, la peur de manquer. Donc l'esprit est agité. Vous savez, cette activité est en train de se passer. Devrais-je y être? Est-ce que je peux faire ça et faire ceci et vouloir tout faire? La peur de manquer quelque chose. Heureusement, c'est une chose dont Avani et moi sommes relativement libres. En fait, nous avons le JOMO. Nous avons la joie de manquer quelque chose. Nous sommes comme, heureusement, nous n'avons pas été invités. Heureusement, nous n'avons pas à y aller. Et cela vient du fait que l'esprit est relativement en paix, pas comme le vent qui bouge dans tous les sens. Parfois, on peut voir si une personne doit être dans un endroit, mais son agitation est telle, on peut le voir avec son tapotement. Et puis le pied tapote. Et parfois, c'est tout le genou qui tapote, sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est l'agitation de l'esprit. Même dans un endroit où rien ne bouge, il y a de l'agitation. Deuxièmement, il y a la turbulence. La puissance de l'esprit, ce qu'il peut faire. Nous savons qu'il peut nous empêcher de dormir la nuit. Nous l'avons déjà vécu. Mais ce que l'esprit peut faire s'il prend de l'élan, les crimes que nous voyons à la télévision ne sont rien comparés à ce qui a été commis dans la réalité. Le genre de crime. Par ce type d'émotion générée, ce que cela peut faire aux proches, aux soi-disant proches, à cause de cet attachement, de ce désir, c'est dans la chaleur de l'émotion, la passion, si rapidement que l'amour devient si turbulent, détruit. Crime passionnel. Et la passion devrait être quelque chose de positif, mais lorsque l'esprit est submergé, il ne sait plus ce qu'il fait. Aussi turbulent que le vent est une chose magnifique à observer, c'est un vent ou une tempête en pleine puissance. Cela a tellement de puissance. C'est merveilleux à regarder, à condition d'être en sécurité. Si vous l'observez, c'est simplement la nature dans toute sa splendeur. Sur la mer, cela peut, si vous êtes à bord, secouer un navire de haut en bas comme une boîte d'allumettes.
Vous voyez des arbres se plier, de si grands arbres qui ploient. Vous voyez des noix de coco voler. Parfois, ceux d'entre vous qui ont vécu des tornades, des ouragans, des cyclones, voient des voitures, des animaux emportés traversant les airs. Quelle puissance! Voilà donc la turbulence du vent, encore une fois comparée à celle de l'esprit. Les deux derniers, l'esprit peut être obstiné comme le vent. Si le vent veut aller dans une direction particulière, il va chercher et trouver la plus petite fissure, le plus petit interstice et s'y frayer un chemin. C'est la même chose avec un esprit obstiné. Il trouvera un moyen d'obtenir ce qu'il veut, ce qui peut être utilisé de façon positive. De façon positive, cela devient de l'engagement, de la constance, de la détermination. Mais à quel prix? De quoi êtes-vous capable pour y parvenir? Et c'est là que l'intellect transforme quelque chose de négatif, l'obstination, en quelque chose de positif, la détermination. Et cet esprit est fort. Il peut changer le cours d'une nation. On le voit avec la psychologie de masse. Il peut changer votre vie. En un instant, j'ai vu des gens décider de changer de pays. Changer de maison, changer de partenaire à cause d'une seule dispute. C'est à quel point l'esprit est puissant. Par conséquent, le besoin du moment est de développer notre intellect. Cela commence par nous. Et bien sûr, si nous avons une certaine influence, essayons de développer l'intellect de ceux qui sont dans notre cercle d'influence. Parfois, les parents disent « Nous venons d'organiser un camp de jeunes à l'académie. » Les parents disent « Je ne veux pas forcer mes enfants à faire du Vedanta. » Je dis « Vous êtes prêts à envoyer vos enfants à l'école. Vous les forcez à aller à l'école. Vous les forcez à aller chez le dentiste. Pourquoi? Pour leur bien, pour leur épanouissement. Maintenant, pour quelque chose d'aussi essentiel que le développement de l'intellect, vous ne voulez pas que les enfants y soient exposés. Une fois qu'ils y sont, votre devoir est accompli. Ils n'ont pas l'intellect pour savoir ce qu'est cet endroit, pour savoir ce que cela pourra leur apporter. Partagez la connaissance de l'intellect. Partagez le Dhamma. Sinon, nous allons droit vers la folie. Assurons-nous d'abord d'être fermement engagés sur la voie de la raison, puis voyons ce que nous pouvons faire dans notre cercle d'influence. Nous allons maintenant prendre vos questions du chat. Première question. Nos goûts et nos dégoûts sont-ils créés par nos désirs intérieurs inassouvis et l'intellect aide-t-il à les contrôler? Nos goûts et nos dégoûts viennent de nos vasanas. Ainsi, à partir de nos vasanas, de nos graines intérieures, nous avons des préférences particulières. C'est déjà là. Il est possible que nous soyons exposés à quelque chose de nouveau. Et lorsque nous découvrons quelque chose de nouveau, nous ne savons pas ce que nous en pensons. Nous pouvons aussi développer un goût ou un dégoût. Maintenant, ce goût ou ce dégoût, cette préférence. Est-ce là? Cela fait partie de la nature de l'esprit et cela vient des vasanas, les graines dans notre personnalité. Maintenant, selon ce que nous faisons de ces goûts et dégoûts, nous pouvons les renforcer, nous pouvons les affaiblir, en les rejetant, en ne nous identifiant pas à eux. Selon la façon dont nous utilisons l'intellect, nous pouvons décider quoi faire de ces goûts et dégoûts. Mais ensuite, le deuxième aspect, viennent-ils de désirs inassouvis? Ainsi, un désir est plus fort qu'un goût ou un dégoût. Je dirais donc qu'un goût plus fort devient un désir. Et si le goût ou le désir n'est pas pris en compte, n'est pas traité avec la connaissance ou n'est pas satisfait, oui, il reste inassouvi. Et cela provoque de l'agitation. Si notre intellect peut traiter le désir, traiter le goût et le dégoût, nous pouvons réduire l'agitation.
La meilleure façon de traiter le goût, le dégoût et le désir inassouvi est de donner un désir supérieur. Et à mesure que votre attention se porte vers le désir supérieur, votre rôle et votre objectif, le désir inférieur, les goûts et les dégoûts diminuent. Et comme ils diminuent, votre agitation, votre stress se réduit. Prochaine question. Nous avons quelques questions. Si nous utilisons notre intellect pour chaque décision, ne perdrons-nous pas la joie de la spontanéité? Cette question revient très souvent. Nous pensons que l'intellect est le rabat-joie. La spontanéité signifie que cela est venu spontanément. C'est venu. Mais ce moment où cette idée spontanée peut mener à un désastre ou bien être merveilleuse. Qui décide? Donc, nous ne disons pas d'abandonner la spontanéité, d'abandonner la légèreté, d'abandonner les idées qui surgissent sur le moment. Nous disons, examinez-les, vérifiez-les avec l'intellect pour éviter tout regret. Il ne s'agit pas de ne pas être spontané, il s'agit de vérifier. Est-ce que cela va aller? Puis-je faire cela? Est-ce que je ne mets rien en danger? Quelqu'un dit, et si on passait un week-end en Grèce ou un week-end ici à Luna? La mousson approche, c'est tellement beau autour de l'académie à Luna. Pourquoi ne pas vérifier quelles sont vos obligations? Vous avez une réunion de conseil importante maintenant et vous dites « Oh, la spontanéité, je préfère ne pas y aller pour votre réunion de conseil. » Vérifiez. Supposons que vous soyez libre, pourquoi pas? Prochaine question. Si nous sommes sous l'influence de l'esprit, comment commencer à reprendre le contrôle? Parce que l'esprit ne se laisse pas contrôler de son plein gré. Donc, la toute première étape indispensable est de reconnaître pleinement et d'être parfaitement conscient de l'impact considérable et de l'influence de l'esprit. Donc, si nous sommes conscients d'avoir une faiblesse, c'est le point de départ. Ainsi, la conscience est le point de départ et c'est en réalité un pas énorme dans la bonne direction. Parce que si nous ne savons pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si nous ne le voyons pas, rien ne peut être fait. Aucun conseil, aucune connaissance ne pourra s'infiltrer parce que nous ne voyons rien de problématique. Donc d'abord, reconnaissez-le, c'est une de mes faiblesses. Et dès que vous commencez par cette prise de conscience, cherchez maintenant les outils pour développer l'intellect. Et nous sommes sur la bonne voie, tout le monde ici. Nous avons la connaissance. Mais que faisons-nous de cette connaissance? Et comment l'intégrons-nous dans notre vie afin que cet intellect devienne plus fort? Cette séance hebdomadaire, aussi inspirante soit-elle, aussi stimulante que vous puissiez la trouver, n'est pas la solution. C'est l'inspiration pour continuer à faire quelque chose comme cela chaque jour. Que ce soit votre lecture individuelle ou peut-être l'écoute. Je crois que nous en sommes presque à 60 séances. Vous pouvez parcourir ce contenu. Je dirais que l'outil idéal pour développer l'intellect serait le cours d'apprentissage en ligne de Vedanta, où vous parcourez un peu de matière. Chaque jour, réservez un peu de temps pour la réflexion. Continuez d'avancer. Donc la première étape est la prise de conscience. L'étape suivante, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être capable de limiter les dégâts, de vous retirer de l'environnement d'agitation, de stress, de moindre contrôle. Et ensuite, lorsque l'intellect est suffisamment fort, il contrôle. Quand l'intellect est si fort, il n'y a plus de tentation. Prochaine question. Est-il possible de changer nos vasanas au cours de l'évolution ou sont-ils statiques? Oui, nous pouvons changer nos vasanas. C'est pour cela que nous sommes ici. Il y a certains aspects de notre personnalité que nous aimerions changer. Et avec le temps et les efforts appropriés, nous pouvons changer notre nature. Complètement. Vous pouvez passer d'une grande colère à un grand calme, à être, pour ma part, j'étais très compétitif. Je dirais qu'à présent, je suis davantage dans le soutien.
Je dirais même que je préfère profiter du jeu plutôt que de le gagner. Donc, un tel changement est possible. Nous pouvons changer notre nature et c'est ce que nous faisons. Mais il y a un aspect à considérer ici. Pour la nature générale, plus large, le conseil est plutôt de suivre votre nature, de lui donner un champ d'activité et de lui offrir une direction supérieure. Vous évoluerez plus rapidement. Les aspects négatifs de notre nature, oui, travaillons à les changer. Mais la majeure partie de notre nature, donnons-lui une direction supérieure. Nous pouvons changer notre nature, mais le mieux est d'utiliser notre nature. Ou notre nature prédominante pour évoluer? Nous allons prendre la dernière question. Pouvez-vous donner quelques exemples sur la façon de mettre en place un désir supérieur dont nous parlions? Un désir supérieur signifie quelque chose de plus grand que votre ego, quelque chose de plus grand que votre corps, votre esprit, votre intellect. Servez-vous un objectif plus vaste que votre ego actuel? Donc, lorsque vous accomplissez une activité, pour qui le faites-vous? Quand A rencontre B, A peut se demander « Combien puis-je tirer de la personne B? Combien puis-je leur prendre? » Ou bien la même interaction pourrait être « Comment puis-je être utile à B? » Comment puis-je améliorer leur vie? Maintenant, cette interaction change la nature de ce que vous faites. Cela devient plus élevé et cela réduit vos désirs, car les désirs ne sont pas égoïstes, pas égocentriques. Donc, selon le niveau où vous êtes, supposons qu'actuellement, vous ne pensez pas à vous-même, vous pensez généralement à la famille. Donnez-lui un objectif encore plus élevé. Lequel? La communauté ou la famille élargie. Donnez-lui un objectif plus élevé. Et où que vous en soyez, poussez un peu plus loin. Voyez combien de personnes supplémentaires vous pouvez inclure dans cette interaction. Et ce n'est pas difficile. Il s'agit simplement de changer le pourquoi. Un médecin soigne un patient. L'attention peut être portée sur le revenu, les honoraires que le médecin reçoit ou bien sur le service rendu. Comment puis-je soigner le patient? Comment puis-je servir le client? Maintenant, je ne dis pas de le faire gratuitement. Je dis simplement de changer l'accent et cela l'élève. Donc même maintenant, quand je parle, est-ce pour la célébrité? Est-ce pour gagner des abonnés? Est-ce pour l'ego ou est-ce vraiment pour partager? Comment pouvons-nous rendre ce monde dans lequel nous vivons plus sain, meilleur? Éloigner l'humanité de cette course effrénée vers la folie, vers le céleste. L'ordre de la nature dont nous pouvons tous profiter. C'est possible. Alors merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avant de nous quitter, nous prévoyons quelques sessions de questions-réponses dédiées. Parce que je sais que certains d'entre vous ont des questions issues de vos lectures, soit des livres, soit des précédentes sessions de sagesse du dimanche auxquelles vous assistez. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez la soumettre. Ce sera dans notre groupe WhatsApp sur lequel la plupart d'entre vous sont inscrits. Ou si vous regardez sur des plateformes comme Spotify, YouTube, etc., regardez dans la description et le lien pour soumettre votre question s'y trouve. Alors merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ariom.